Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Guerre en Syrie, persécution des minorités par le groupe État islamique, attentat de Paris, vacances présidentielles au Liban, décryptage de ces temps forts de l'année 2015 dans notre rétrospective. Séoul, nouveau centre névralgique du luxe. En Corée du Sud, la création est une machine de guerre qui surfe sur la notoriété digitale des mannequins. Fleming Rose témoigne ce soir dans Code 24. C'est cet éditeur danois qui, en 2005, commanda les caricatures de Mahomet qui allaient enflammer une partie du monde musulman. Ces croisières qui n'amusent plus du tout Venise. Ici, les paquebots géants sont considérés comme une menace permanente pour cette ville construite sur pilotis. En Iran, les barrages d'eau et les lacs s'assèchent. De nombreuses villes, dont la capitale Téhéran, sont directement menacées. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait être l'une des pires catastrophes écologiques du Moyen-Orient. Guerre en Syrie, guerre en Irak, persécution des minorités religieuses et ethniques par le groupe État islamique, attentat de Paris, des violences choquantes devenues presque permanentes. En 2015, de Damas à Bagdad, le monde musulman a été traversé d'un conflit sanglant. La Syrie de Bachar el-Assad est encore dans un désordre d'une guerre civile qui perdure depuis plus de 4 ans. Et le scénario syrien risque de s'installer au Proche-Orient. Cette évolution menace aujourd'hui non seulement le Liban, qui se cherche toujours un président, mais aussi toute la région, voire même la communauté internationale. Reportage. Voilà 4 ans que la plupart des dirigeants occidentaux et du Golfe souhaitent unanimement le départ de Bachar el-Assad à la suite d'une guerre civile ravageant la Syrie. 4 années durant lesquelles ces dirigeants ont tenté de le détrôner par tous les moyens. 4 années qui ont vu l'émergence d'un nouveau pire ennemi, l'État islamique. La lutte contre Daesh s'est intensifiée au cours de l'année 2015 alors que le groupe a élargi sa zone d'influence. Ce n'est pas parce qu'on aura assassiné une centaine ou 200 ou 300 ou 500 dirigeants de l'État islamique que l'État islamique n'existera pas dans les cœurs, dans la conscience, même si on parvenait, ce qui est absolument impossible. Dans l'état actuel des choses, il est absolument impossible de conquérir, de reconquérir par l'Irak et par la Syrie les territoires occupés par l'État islamique. L'État islamique risque d'ailleurs d'apparaître dans d'autres régions, comme il l'a fait en Libye, et au Sinaï, il peut apparaître dans d'autres pays. Donc, c'est au fond des problèmes qu'il faut s'intéresser, et s'intéresser plus sérieusement. Les djihadistes ont notamment revendiqué des attaques sanglantes en Tunisie. Bien sûr, ça n'arrive pas qu'à la Tunisie, parce que ça a été prouvé par Paris. Au Yémen, en Libye et au Liban, en plus de l'écrasement d'un avion russe dans la péninsule du Sinaï et les attentats de Paris. La barbarie contre l'intelligence, quoi. La République contre le terrorisme. Cette attaque en sol occidental a marqué un tournant. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont augmenté leurs frappes en Syrie et en Irak, tout comme leur implication dans la lutte au sol. Nous avons donc décidé, président Obama et moi-même, d'intensifier nos frappes en Syrie comme en Irak, d'élargir leur portée. Une guerre quasi mondiale avec l'État islamique. 2015, c'est le commencement d'une guerre mondiale. Le président des États-Unis et tous les chefs d'État de l'Occident, d'une façon ou d'une autre, même le secrétaire général des Nations Unies l'ont avoué, nous sommes en état de guerre mondiale. Mais c'est une guerre mondiale qui n'est pas entre États. C'est une guerre mondiale asymétrique. Dans une guerre mondiale asymétrique, on ne peut pas gagner la guerre absolument.
C'est-à-dire, on ne peut pas venir prendre Berlin après avoir cassé Leipzig, Dresden, etc. On ne peut pas faire soumettre par le nucléaire l'empereur du Japon. C'est impossible. C'est pourquoi c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner sans le politique. La Syrie, ravagée depuis près de 5 ans par une guerre qui a fait 250 000 morts, est la dernière place forte aux Russes dans la région. Sa perte réduirait considérablement son influence. L'intervention de Moscou en Syrie en septembre a permis à la Russie de Vladimir Poutine de se retrouver au centre du jeu. Comme Poutine a besoin de retrouver pour la Russie un rôle de puissance internationale, et c'est ce qui le motive à faire des bêtises d'ailleurs, et à payer très cher sa politique de tsar, dont il hésite encore, est-ce qu'il est Pierre le Grand ouvert à l'Occident et coopérant avec l'Occident et prospère avec l'Occident, ou Ivan le Terrible qui veut dominer et qui veut déplacer la capitale de Rome à Moscou. Il ne sait même pas où il va. Et il ne réussit pas. Il réussit simplement à projeter une image qui est satisfaisante pour l'opinion publique. Mais il ne réussit pas à accomplir quoi que ce soit en réalité pour ce qui est de faire accepter à nouveau la Russie comme grand partenaire dans la mise en place de l'ordre international. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un effort qui est fait pour lui tendre la main, pour l'inclure en Syrie, pour lui faire jouer des rôles par-ci, des rôles par-là. Cela n'est pas suffisant. Suite aux attentats de Suruç, la Turquie a elle aussi entamé sa lutte contre l'État islamique, engageant des frappes aériennes en Syrie, mais surtout autorisant les États-Unis à utiliser plusieurs bases aériennes sur son sol. Esed rejimi olmalıdır. Onunla birlikte hareket eden ülkeler olmalıdır. La volte-face de la Turquie remet Ankara au centre du jeu diplomatique moyen-oriental. Le rapprochement turc-saoudi est un rapprochement beaucoup plus important que ce que les Arabes aiment penser être le rapprochement Égypte-Arabie saoudite. L'Égypte a trop de problèmes à gérer intérieurement, à stabiliser intérieurement et régionalement dans sa propre région, alors que la Turquie, donc l'OTAN, donc la communauté internationale, donc les moyens militaires similaires sur le plan, que ce soit de l'entraînement, de l'aviation, que les moyens militaires de l'OTAN qui sont également à la disposition de l'Arabie saoudite. Donc ce rapprochement qui vient de se faire dans la réunion Erdogan avec le roi Salman est d'une importance géostratégique définitivement stabilisatrice pour ce qui est des risques d'éclatement de cette guerre asymétrique dans une guerre mondiale plus dangereuse, plus grave, car elle implique les grandes puissances face à face. و اشغال سرزمین‌های عربی و سازماندهی تروریسم دولتی در منطقه و جهان. Pour l'Iran, il s'agit de préserver son influence et si possible de l'étendre pour affirmer son rôle de puissance régionale face à son rival saoudien. Il y a un conflit au Proche-Orient entre deux grandes puissances du monde musulman, l'Arabie saoudite et l'Iran. Les États-Unis sont des alliés de l'Arabie saoudite et ils ne peuvent pas se passer de cette alliance. Ils souhaiteraient normaliser leurs relations avec l'Iran, ils l'ont toujours souhaité, mais cela n'est pas facile même pour l'Iran qui est en conflit interne et en cours d'élection où les enjeux de qui gouvernera l'Iran de 2016-2017 réellement sera au pouvoir. Est-ce que ce sera le clan des modérés dirigés par Rafsanjani et par le président Rouhani, qui il a réussi à rallier tous les anciens présidents, inclus Ahmadinejad, ou ce sera les plus durs? Parce que dans l'enjeu, il y a le successeur de Khamenei. Est-ce que ce sera son fils ou le petit-fils
de Khomeini. Donc toutes ces questions sont des questions qui se posent actuellement, mais le conflit est ouvert. Ladies and gentlemen, the President and Vice President of the United States. Le 20 janvier 2017, Barack Obama quittera la Maison-Blanche. Il lui reste 1 an avant que les historiens ne se chargent de décortiquer son bilan et de lui attribuer une place dans les livres. Thank you very much. Un Barack Obama souvent perçu comme passif sur le plan diplomatique. Le travail qui est fait par le président Obama et par son secrétaire d'État, qui est un homme de bonne foi, et qui fait un effort immense pour essayer de commencer des processus qui puissent aboutir quelque part. Cet effort, aujourd'hui, est encore un effort incomplet. Les élections présidentielles américaines feront les nouvelles de 2016, en fait. Mais en attendant, l'histoire qui se fait sur le terrain ne pourra pas attendre qu'un nouveau président soit élu, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump ou Marco Rubio ou quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit un républicain ou un démocrate, il n'y a aucun doute qu'un changement d'une politique américaine sera immédiatement pensé et organisé. Cela demande 6 mois. Donc, à partir de mai 2017 jusqu'à l'été 2017, il faudra préparer le changement de politique et sur le terrain et ailleurs. Au Liban, 2015 n'aura pas permis d'élire un nouveau président, une année marquée par de profondes divisions politico-confessionnelles. La solution passerait selon plusieurs analystes par un système de confédération. Il faut aller vers une formule qui devienne une formule de renaissance de la région. Un exemple même de la façon dont cette région peut résoudre ses propres problèmes. Et c'est pourquoi l'idée à partir de laquelle le compromis que je propose, autour duquel je propose une véritable réflexion, est celui de faire un échange. Déconfessionnaliser en contrepartie de la reconstitution d'une nation confédérale. Car la formule fédérale ou confédérale permet que chaque communauté puisse décider sur le plan local de la qualité de vie et de la qualité de la vie même économique qu'elle souhaite avoir. C'est une formule qui a été utilisée dans beaucoup de pays du monde d'une façon différente. Bien sûr, l'exemple suisse est un exemple remarquable, mais l'exemple américain est également un exemple remarquable. Cette réflexion doit être faite avec toutes les composantes de la nation pour que personne ne soit laissé pour compte. Mais finalement, nous devons aboutir à une chose, une paix durable, et une paix durable qui puisse véritablement donner à chaque citoyen libanais l'espoir d'avoir autant de droits que tout autre citoyen libanais. Ce n'est pas parce que vous êtes latin, par exemple, et que vous n'êtes pas maronite, que vous êtes un citoyen de 5e classe. Croyez que chacun de vous est capable de faire la différence, et dans sa vie privée, et dans sa vie familiale, et dans celle de la nation. Chacun de vous a autant de valeur que tout un gouvernement réuni si la volonté est là. La nouvelle année 2016 a débuté par une crise régionale d'ampleur, exacerbant les divisions au Proche-Orient. Riyad et Téhéran en conflit ouvert. À l'origine de la tension, l'exécution samedi 2 janvier en Arabie Saoudite du leader chiite radical Nimr Bakr el-Nimr. Ce virulent critique de la famille royale avait été condamné à mort par un tribunal de Riyad en octobre 2014 pour sédition, désobéissance au souverain et port d'armes. En Iran, les discours de vengeance se multiplient et la colère de la rue ne s'est pas fait attendre. L'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran et celle de son consulat à Mashhad ont poussé Riyad à rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Riposte également du Bahreïn, du Soudan et des Émirats qui ont, eux, réduit leur niveau de représentation diplomatique avec la République islamique. Cette nouvelle crise sera au menu d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe ce dimanche au Caire.
Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Exit Tokyo, Hong Kong et Singapour. Vive Séoul, nouveau centre névralgique du luxe. Ici, la création est une machine de guerre financée par le gouvernement via des pépinières. Les jeunes maisons défilent dans des lieux incongrus et surfent sur la notoriété digitale des mannequins. À présent, visite guidée avec Jean-François Nicolai, responsable des projets de collaboration au salon Who's Next Première Classe à Paris. Terminé le règne de Tokyo, Hong Kong et Singapour. En termes de mode, tous les regards se tournent aujourd'hui vers Séoul. Les grandes marques y voient un centre névralgique, les acheteurs du monde entier s'y pressent pour tenter de comprendre comment fonctionne ce que l'on nomme déjà le miracle sud-coréen. Ce que j'adore à Séoul, c'est que les filles ont des propositions de style tellement différents que c'est juste un bonheur, mais c'est surtout qu'elles ont toujours le bon style, le bon outfit qui propose quelque chose en fait. Donc ça, c'est juste magique et c'est pour ça qu'on est là quoi, et qu'on kiffe. Jean-François Nicolai est responsable des projets de collaboration et des acheteurs grands comptes au salon Who's Next Première Classe à Paris. Il vient plusieurs fois par an à Séoul pour y sentir les nouvelles tendances et surtout dénicher de nouvelles marques. Premier tour d'horizon au Dimo, un grand magasin qui ne propose que des marques coréennes. Tout ceci est fabriqué en Corée. En Corée, bien sûr. En Corée, bien sûr. En Corée, parce qu'il faut savoir que la Corée est restée très longtemps dans l'ombre du Japon. C'est-à-dire que le Japon faisait fabriquer en Corée directement. Donc c'est qu'aujourd'hui, voilà, elles ont toutes ce sourcing matière, ce savoir-faire, on va dire. Plus avec l'émergence des jeunes générations qui ont accès à la créativité. Voilà, aujourd'hui ça donne des marques, ça donne de l'histoire, ça donne des produits. Donc en fait la Corée est passée de pays producteur à pays créateur. Je pense. Grand magasin, concept store, pop-up store, Séoul est également la vitrine des griffes de luxe internationales. La boutique Rare Market appartient à la sœur du roi de la K-pop, G-Dragon. On peut y acheter plus de 200 marques. Qui sont vos clients ? Nos clients sont plutôt jeunes, 20, 30, 40 ans. Ils savent ce qu'est la mode. Ils veulent être tendance et ils sont riches. Mais nous, ce que nous voulons, c'est créer une nouvelle clientèle et qui ne soit pas forcément très riche. Notre concept, c'est de présenter de nouvelles marques à un public nouveau. En Corée du Sud, la mode est une affaire d'État. L'aide à la création est une machine de guerre financée par le gouvernement via des pépinières d'entreprises. Les jeunes maisons défilent dans des lieux incongrus et surfent sur la notoriété digitale des mannequins. Irene Kim, connue sur Instagram sous le nom de Irene is Good, a plus de 680 000 followers. La mode, c'est juste un truc pour s'amuser. Il suffit juste de porter ce que vous aimez et d'avoir confiance en ce que vous portez. Je ne prends vraiment pas ça au sérieux pendant les Fashion Week. Il suffit juste de montrer ce qu'on peut voir à Séoul, et c'est vraiment bien. Aujourd'hui, c'était vraiment dans un endroit cool. Même si Irene a l'air de prendre la chose à la légère, elle n'en est pas moins une femme d'affaires et une valeur sûre pour les griffes. Sa renommée a fait d'elle l'inspiratrice de la marque Play No More. Ses grimaces sont brodées sur les sacs. Le business model lié au mannequin star est devenu monnaie courante en Corée du Sud. Car cette économie a pu voir le jour grâce aux nouvelles technologies numériques. La foule qui se presse dans les allées du Dongdaemun Plaza lors de la Fashion Week de Séoul vient pour se montrer. Hugo Lee est la star des photographes coréens, spécialiste des looks de rue. Quand il appuie sur le déclencheur, c'est parce qu'il sait que ces clichés seront vus par des millions de fans sur les réseaux sociaux. À Séoul, l'univers virtuel est directement lié à l'univers réel. Line est une boutique qui ne désemplit pas. Sa force, les produits dérivés. Regarde l'énergie dans la boutique, regarde les gens comme ils ont le smile. L'idée de Line, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des réseaux sociaux qui a une sélection d'émojis qui est juste incroyable. Donc ils ont utilisé tous ces emojis pour créer des collections de lifestyle, des housses d'iPhone, des peluches, des pâtisseries apparemment. Donc regarde, ça marche ici en tout cas. Allez,
La puissance coréenne, c'est aussi l'investissement des entreprises privées dans le secteur de la mode. Les rois de l'électronique, LG, Samsung, le constructeur automobile Hyundai n'hésitent pas à prendre des participations dans des marques et surtout à financer des magasins. Pour Tom Greyhound, on collabore avec une équipe jeune et pop. On a développé ce concept d'humeur du jour avec un studio de Séoul. Sur le marché coréen, les résultats sont excellents. Quant au géant coréen Samsung, l'empereur des nouvelles technologies numériques, il utilise son savoir-faire en matière de téléphonie mobile et de connaissance de la mode pour attirer les adeptes de la marque dans ses boutiques. Beaucoup de gens viennent pour les marques internationales. Parce qu'elles sont connues. Et puis, ils se rendent compte que les marques coréennes ne sont pas si mal que ça. C'est vraiment notre propos. On veut que les consommateurs remarquent les jeunes designers coréens. Et ce soir-là, à Séoul, dans le temple de la mode, lors du défilé de la marque coréenne Lucky Chouette, une blogueuse pesant 537 000 followers sur Instagram est assise au premier rang. Paris sera toujours Paris, mais la mode de Séoul a le vent en poupe. Et il y a des créateurs formidables qui montent. Et eux, ils croient en leur pays, ils croient en leur ville. La Corée du Sud est un petit pays, mais sa capitale compte plus de 20 millions d'habitants. Pourquoi investir à Séoul aujourd'hui? Parce que c'est la porte d'entrée vers le marché chinois. Vous regardez Futur TV, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Depuis 10 ans et l'affaire des caricatures de Mahomet, la liberté d'expression en Europe a reculé à grands pas. Voilà en substance le témoignage de Flemming Rose, l'éditeur d'un quotidien danois qui en 2005 commanda à ces caricatures qu'elle ait enflammé une partie du monde musulman. Des émeutes éclatent partout, l'ambassade du Danemark à Beyrouth est incendiée, plus de 200 personnes sont tuées à travers le monde. Il faut le souligner, la représentation des prophètes est strictement interdite par l'islam et ridiculiser ou insulter le prophète Mahomet est traditionnellement vu comme passible de la peine de mort. Au Moyen-Orient, beaucoup restent favorables donc à une tolérance zéro. Ce soir, dans Code 24, nous allons à la rencontre de Flemming Rose. Après 10 ans sous protection policière, eh bien, l'éditeur danois regrette que pour les politiciens européens, la liberté de religion l'emporte sur d'autres libertés. La réaction également de 2 autres satiristes qui eux aussi vivent désormais sous protection policière permanente. Anne Maillet, Malcolm Brabant. Kurt Westergaard compte parmi les personnalités les plus méprisées de la planète. Sa maison au Danemark est une véritable forteresse. Il y a 5 ans, un homme d'origine somalienne a tenté de s'y introduire pour le tuer. Je n'ai rien à me faire pardonner, donc jamais je ne présenterai mes excuses. Je pense que je perdrais mon estime de moi-même en tant que professionnel si je venais à m'excuser pour ça. Aujourd'hui, Westergaard craint pour sa vision de la liberté d'expression. Eh bien, je crois qu'à la base, je ressens toujours un sentiment de colère. Je travaillais en tant que dessinateur satirique, selon les traditions danoises. Je n'ai rien fait de mal. Je pense d'ailleurs que c'est le rôle même des dessinateurs et des satiristes que de critiquer ceux qui détiennent du pouvoir. En 2006, des émeutes éclatent un peu partout dans le monde musulman lorsque les caricatures sont diffusées. L'ambassade du Danemark à Beyrouth est incendiée, plus de 200 personnes sont tuées à travers le monde. Pour Imran Shah, le porte-parole de la société islamique que nous retrouvons dans la mosquée la plus influente de Copenhague, aucun compromis n'est possible sur ces caricatures.
Nous n'acceptons pas ces dessins et ces caricatures comme la représentation même du prophète. Mais ce que nous refusons, c'est le fait de faire une connexion entre les bombes et la religion de l'islam, le fait que pour nous, il n'y ait d'autre Dieu que Dieu et que son seul messager soit le prophète Mahomet et que cet homme soit associé à une bombe, c'est très immature. C'est une manière peu civilisée de poser les bases d'un débat et d'une discussion. Nous ne sommes pas là pour limiter la liberté de parole, mais nous sommes ici pour discuter comment l'utiliser. Si vous voulez lancer un débat ou une discussion autour de la religion, alors allons-y. Mais trouvons une plateforme commune de dialogue basée sur le respect au lieu de ridiculiser et de marginaliser une minorité qui l'est déjà beaucoup au sein de nos sociétés. Un autre personnage clé de l'affaire des caricatures vit aujourd'hui lui aussi dans le secret. Fleming Rose, l'éditeur qui a commandé les 12 caricatures, le sait, il va passer le reste de sa vie sous haute protection. Il est sous bonne garde lorsque nous le rencontrons à Copenhague. Je pense que la liberté d'expression est en bien mauvais état. Et je ne pense pas que la principale menace soit celle des islamistes. Je pense que le plus grand danger posé à notre libre expression vient de notre propre culture. Trop de gens ne croient plus en cette valeur qu'est la liberté d'expression. Afin de préserver la paix sociale dans une société multireligieuse, multiethnique, multiculturelle, les musulmans doivent réfléchir et redéfinir leur concept de blasphème et d'apostasie. Pour Fleming Rose aussi, des changements sont nécessaires afin de faire face à la diversité culturelle croissante de l'Europe. Pour moi qui suis préoccupé par ces questions de liberté, le problème est de savoir comment nous allons être en mesure de préserver nos libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et la liberté de religion, ce qui implique aussi le droit de dire non à la religion, dans une société qui devient de plus en plus diversifiée. Ces désaccords et ces affrontements sont inévitables. Malheureusement, la plupart des politiciens européens estiment que pour maintenir la paix sociale, il est nécessaire de restreindre les libertés, alors qu'à mon avis, c'est bien l'inverse qu'il faut faire. Après le Danemark, direction la Suède pour y rencontrer l'artiste Lars Vilks, la principale cible des attentats de Copenhague en février. Depuis la publication de sa caricature dépeignant Mahomet en chien, il vit caché. Ce sont des agents de protection qui nous conduisent à lui dans un véhicule blindé. Un agent restera avec nous pendant toute la durée de l'interview. Le meilleur remède pour régler tout ça, ce serait l'inflation. Et par ça, je veux dire produire encore plus de dessins du prophète. Car en fin de compte, le message c'est « ce ne sont que des images ». Et s'il y en a partout, tout finirait par s'estomper. Mon espoir, c'est que ces personnes respectent la démocratie danoise. Si elle le faisait, elle serait bien acceptée et intégrée. À 80 ans, Vestergaard se prépare à finir ses jours sous protection et se demande comment l'histoire le considérera. Comme un défenseur des valeurs occidentales ou comme un homme en décalage avec les nouvelles réalités d'une Europe en pleine mutation. Il y a un an, jour pour jour, le 7 janvier 2015, Le Monde découvrait Charlie Hebdo, journal satirique, pourfendeur des institutions et des religions. Et ces caricatures de Mahomet, qui eux aussi allaient enflammer une partie du monde musulman. Un an après l'attentat qui a fait 12 morts, l'hebdomadaire français a été relancé sous haute protection, mais il se trouve isolé dans son combat pour rire de tout. Eh bien, des journalistes occidentaux, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, sont mal à l'aise avec la liberté d'expression telle que le pratique le magazine. Venise, l'une des principales attractions méditerranéennes, est aujourd'hui victime de son propre succès. Désormais, le tourisme semble devenir le fléau le plus dangereux pour la pérennité de la Sérénissime, victime de son formidable pouvoir d'attraction. Après près de 25 millions de visiteurs annuels, la charge matérielle et logistique est de plus en plus difficile à assumer pour cette ville construite sur pilotis. Au cœur de cette problématique, les paquebots géants, considérés comme une menace permanente pour la ville. Natalia Mendoza s'est rendue sur place et nous en dit plus sur la présence de ces navires aux abords de Venise.
Découvrir Venise en gondole et se croire seul au monde est devenu un privilège rare. Car depuis quelques années, le trafic dans cette lagune de la mer Adriatique est de plus en plus encombré. Et dans la course au gigantisme, certaines embarcations s'imposent. Hauts comme des immeubles de 10 étages, il n'est pas rare de voir ces villes flottantes naviguer à quelques dizaines de mètres du centre-ville de Venise. Chaque croisière, chaque paquebot, c'est environ 3000 passagers et environ 1000 membres d'équipage. Ces navires restent à quai un jour et demi tout au plus, et puis ils repartent vers une autre destination. Un trafic qui exaspère bon nombre des 50 000 habitants de la ville. Certains ont même déclaré la guerre aux grands navires de croisière. Des manifestations comme celle-ci sont désormais devenues monnaie courante dans le bassin de Saint-Marc. Siete troppo grandi al vostro passaggio, distruggete la nostra città, distruggete i nostri palazzi, le nostre case. Leur crainte, que les sédiments et les milliers de mètres cubes d'eau déplacés lors du passage de chaque croisière n'accélèrent l'érosion des fondations de la ville. Cet après-midi, nous assistons à une assemblée sur les effets du trafic maritime dans la lagune. Ici, tous ou presque sont des habitants de Venise. Leur constat est clair. C'est indiscutable. Le trafic de navires autour de notre ville a augmenté. Car il faut bien transporter des marchandises et des touristes dans le centre historique. Mais maintenant, cela a atteint des niveaux insoutenables. Inquiétude, ras-le-bol, ils sont nombreux à pointer du doigt les croisières. J'ai peur pour ma ville car je vois à quel point elle se dégrade. Les grands navires affectent notre vie au quotidien. Clairement, ce sont des embarcations disproportionnées qui n'ont pas été construites pour naviguer dans notre lagune. Avant, on voyait des navires, mais ils n'étaient pas ces monstres effrayants que l'on voit aujourd'hui. Ils sont complètement inadaptés et probablement dangereux pour notre ville. Une ville qui se débat entre préservation du patrimoine et intérêt économique. Car avec quelques 4000 emplois à la clé et près de 400 millions d'euros en retombées économiques liées à l'industrie des croisières, la Sérénissime a du mal à se passer de cette manne financière. Venise a absolument besoin du secteur des croisières, car il représente un flux touristique très important. C'est un tourisme qui nourrit l'économie de la ville, des personnes qui dépensent de l'argent en ville. Et Venise ne peut pas renoncer à cela. En essayant de trouver un terrain d'entente, les autorités locales proposent de dévier le passage de ces croisières. Actuellement, le navire passe par ici, ça c'est Semar, ils vont suivre le canal de la Giudecca et ils arrivent ici. Notre proposition, c'est de le faire entrer par le sud. Les croisières traverseraient donc ce canal, actuellement dédié aux navires marchands. Une fois arrivées à ce bassin, elles bifurqueraient vers l'est. Regardez, à partir de ce point sera creusé un nouveau canal. Une fois arrivés ici, les croisières pourront emprunter le canal qui partira dans cette direction. Si le projet est approuvé, 2200 mètres de canal seront creusés pour couper cette île artificielle en deux et rejoindre cet autre canal qui arrive directement au port. Paolo Costa a été maire de Venise pendant 5 ans. Aujourd'hui, il est à la tête de l'autorité portuaire à l'origine du projet. Pour lui, un des objectifs primaires est de conserver le port des croisières dans son emplacement actuel. Sauvegarder les ports, c'est le cœur de la possibilité de maintenir l'emploi et l'activité des croisières ici. Pour nous, le problème, c'est ça. Car ce port constitue le point de départ de nombreux circuits de croisière et donc une grande partie de l'approvisionnement pour les voyages de ces navires est acheté et produit dans la région. Mais pour nombreux environnementalistes, la présence des ports à l'intérieur de la lagune est à l'origine de la destruction de l'écosystème aux alentours de Venise. Regardez ici, vous voyez bien la morphologie naturelle d'une lagune. C'est un écosystème entre terre et mer, un tissu délicat de canaux. Mais par contre, regardez cette zone autour de Venise, on voit clairement que tout ça a bel et bien disparu.
Silvio Testa est né à Venise. Depuis des décennies, il constate avec préoccupation les changements de la lagune. Quand j'étais un jeune garçon, comme tant de Vénitiens, nous prenions la barque pour aller nous baigner. Et je pouvais immobiliser mon embarcation avec une petite ancre d'à peine 8 kilos. Maintenant, avec les courants, c'est devenu impossible. Une problématique qui inspire même les artistes. Cette exposition de photos démontre de façon éloquente le difficile équilibre entre business, écologie et patrimoine dans cette ville classée au patrimoine mondial de l'humanité. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Si l'Iran a fait cette année la une de l'actualité internationale avec la signature d'un accord historique sur le nucléaire, la République islamique doit relever un défi intérieur de taille, le manque d'eau et la sécheresse. Car les lacs et les barrages sont à sec. Dans certaines régions reculées, la catastrophe est aussi économique. Avec cette sécheresse, des millions de personnes sont menacées. Ce soir, dans Code 24, direction le lac d'Ouroumié, dans le nord du pays. Il était auparavant le deuxième plus grand lac salé du Moyen-Orient et un haut lieu touristique. Son assèchement est impressionnant, il n'en reste plus que 2%. Eh bien, les spécialistes de l'environnement commencent d'ailleurs à tirer la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait être l'une des pires catastrophes écologiques du Moyen-Orient. Mariam Pirzadeh, Julie Dungeloff. C'était le plus grand lac salé du Moyen-Orient, le deuxième dans le monde. En moins de 25 ans, Ouroumié a perdu 98% de sa superficie. Le lac est en train de mourir et avec lui, les espoirs de la population. Dans mes souvenirs, lorsque j'ouvrais mes yeux, le lac était devant moi, vivant. Eidar perd progressivement la vue, mais il garde tous ses souvenirs intacts, notamment les grandes marées qu'il voyait monter et descendre de sa maison. Nous montions dans les bateaux à voile en bois pour emmener les moutons sur les îles du lac pour les faire brouter. Lorsque nous étions enfants, il y avait une île avec des rochers dont on ne voyait que les sommets. Maintenant, on le voit en entier. Certains oiseaux allaient sur cette île pour pondre des œufs. On pouvait accéder à cette île durant le printemps. Aman urmu gülüm, kurusan öller. 3 millions de personnes vivaient autour du lac, mais sur des dizaines de kilomètres, on ne voit plus que des hôtels à l'abandon, comme si la vie s'était brutalement arrêtée. Je crois que c'est fermé. Oui, ils ont verrouillé, puis ils sont partis. C'est comme une ville morte ici maintenant. Le directeur du parc national tient à nous montrer les vestiges de cet âge d'or. Il y a encore 10 ans, des touristes de tout le pays se pressaient sur ces plages et dans cette eau, réputée pour ses bienfaits thérapeutiques. Avant, c'était des douches d'eau chaude. Le réservoir en haut chauffait l'eau. C'était pour ceux qui se baignaient, car comme l'eau était salée, le sel restait sur leur corps. Ils devaient se rincer à l'eau douce. Parfois, ils devaient aussi rincer la boue. Les spécialistes estiment que le lac pourrait totalement disparaître d'ici 3 ans. En cause pour une grande partie le réchauffement climatique, évidemment, et l'absence de précipitations entretient la sécheresse.
Les autorités ont pris en compte tardivement cet assèchement, ce qui laisse les habitants de cette région démunis. Le directeur du parc vient prendre des nouvelles de ceux qui subsistent dans ces endroits fantômes, comme Kiamars Kiandfar. Il dirige ce qui était autrefois l'un des plus grands ports du lac d'Ouroumiyé. Regardez comme c'est sec. L'eau a disparu. Quand il y avait de l'eau, il y avait de nombreux voyageurs ici. Mais désormais, tout n'est que désolation. Nous avons beaucoup investi ici, mais tout est complètement en ruine. À part des pertes, il n'y a plus rien. Et l'homme n'est pas franchement optimiste pour l'avenir du lac. Pour lui, cet assèchement était prévisible et aurait pu être empêché. Moi, je dis souvent qu'un enfant qui prend froid, si vous ne le soignez pas, il va s'affaiblir, et puis il aura des crises. Et puis après toutes ces crises, il va mourir. Et c'est la même chose pour ce lac. Si au début ce lac avait reçu plus d'attention, il n'aurait jamais été dans cet état. De toute façon, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais d'hier. Les anciens gouvernements n'ont jamais réussi à le sauver. Cette mère qui est malade, ils n'ont pas réussi à la sauver. Le gouvernement, justement, il prend la situation d'Ouroumiyé au sérieux. 188 millions d'euros sont débloqués pour sauver le lac. L'urgence est ici, mais aussi dans tout le pays. La sécheresse, c'est le grand dossier de la vice-présidente iranienne. Pour elle, les sanctions qui pèsent sur le pays n'ont fait qu'aggraver la situation. Je pense que les sanctions n'ont aidé ni la communauté internationale, ni l'Iran. Pour ce qui est des gaz à effet de serre, les sanctions ont eu pour effet d'augmenter les émissions et ont eu un effet très négatif. Les sanctions, mais aussi plus de 500 barrages érigés en une décennie. Du coup, le président Rouhani s'est engagé à ne plus en construire et à changer le système d'irrigation. Mais un coupable est pointé du doigt, l'agriculture. 90% de l'eau lui est consacrée. Nos agriculteurs doivent changer leur manière de cultiver, d'irriguer. Par exemple, ici, on ne devrait pas planter du riz, car le riz demande beaucoup d'eau. Ils doivent changer leurs pratiques, et c'est ce qu'on leur demande. Nous n'avons pas beaucoup d'options. Nous avons besoin d'apporter une révolution de notre agriculture. Les tensions se cristallisent autour des agriculteurs. Accusés notamment d'avoir vidé les nappes phréatiques, comme Khosrow, ils en sont conscients et refusent ces critiques. Il n'a pas planté de riz, mais pour lui aussi, l'eau vient à manquer. Quand on a besoin d'eau, on prend l'eau du puits. Mais cette année, il n'y en avait pas assez. On a des puits qui sont profonds, donc l'eau n'est pas bonne pour l'agriculture. Notre plus gros problème, c'est l'assèchement du lac Salé, qui a créé une forte différence entre la température de jour et la température de nuit. Ces changements de température détruisent les plantations. Mais il y a pire, la sécheresse favorise une bactérie qui s'attaque aux cultures. Ce producteur de pommes et de raisins a dû faire abattre 50% de ses arbres à cause de ce virus. Regarde, c'est ici, juste ici, regarde. Bah oui, que veux-tu? Là, la bactérie est ici. Il faudrait couper à cet endroit cette année. Mais l'année prochaine, ça va se propager. Donc, il faudra couper encore. Ça me rend triste. Les agriculteurs riverains du lac sont presque ruinés et ils ne peuvent pas revendre, même si le gouvernement promet de leur racheter leurs terres. C'est la même situation partout. Si je veux changer de job, je dois vendre mon terrain. Personne ne l'achètera parce que tout le monde est conscient du problème de sécheresse. Du coup, les prix des terrains sont très bas. Puisqu'il n'y a pas d'eau, personne ne viendra cultiver ici. Le gouvernement doit nous soutenir, au moins pour nous fournir des pesticides à un prix plus bas. À 2200 km de là, à la frontière afghane, Zabol et ses environs. Un autre lac est lui aussi en train de disparaître. Il y a encore 10 ans, le lac Damoun faisait vivre une partie des 400 000 habitants du coin. Une denrée vitale dans une région déjà très pauvre, mais du côté afghan, une partie de l'eau serait retenue avant même d'arriver plus bas, en Iran.
Alors devant la boulangerie, des riverains en colère nous interpellent. Il y avait le lac, on pêchait, on cueillait et on ramassait des roseaux, on vivait quoi. Aujourd'hui nous avons des enfants et il n'y a personne pour nous aider. Nos réclamations ne mènent nulle part. Nous venons acheter du pain, il faut payer, il y a trop de monde. On n'a pas de farine pour faire du pain nous-mêmes. Il n'y a plus d'eau, plus d'argent, tout le monde s'en va. C'est la dernière banque qu'il reste. Et ceux qui restent doivent se reconvertir. Dans ce centre, par exemple, nous rencontrons ces femmes. Elles cueillaient autrefois dans le lac des roseaux qu'elles tissaient ensuite. Aujourd'hui, elles doivent se contenter de cette grosse laine épaisse. Un programme mis en place par les autorités et une ONG pour qu'elles puissent subsister. J'ai appris à tisser ici. Avant, je ne savais pas faire. Quand ils ont créé cette organisation, c'est là que j'ai appris. Les femmes m'ont appris à tisser. On a tout appris. Je suis obligée de venir travailler ici car j'ai perdu mon ancien travail. Je n'avais jamais tissé auparavant. Avant, je gagnais ma vie grâce au lac. Cet endroit m'a beaucoup aidée. 15 000 personnes auraient quitté la zone pour trouver du travail ailleurs dans les grandes villes du sud, mais aussi pour fuir une situation sanitaire alarmante. Avec les poussières salines et les tempêtes, cette région compte 8 fois plus de cas de tuberculose qu'ailleurs en Iran. Ce médecin a un nouveau cas par mois, alors il tente de faire de la prévention comme il peut. Il faut faire un peu d'éducation. Il faut informer sur les règles d'hygiène et qu'ils les respectent. Pendant ces tempêtes qui ont lieu au printemps et en été, pendant 4 mois, il faut utiliser un masque. Il faut leur dire qu'il ne faut pas se baigner, ne pas utiliser cette eau pour boire ou même pour se laver. Cette eau, certains l'utilisent pourtant. Un peu plus loin, nous rencontrons ces nomades qui ont dû changer leur manière de vivre. Voilà, ça c'est l'eau qu'on boit. Cette tribu est désormais alimentée en eau via des camions-citernes fournis par les autorités locales, ce qui les oblige à se sédentariser. Nous, on cherche l'eau. On va là où elle est. Là où il y en a, nous y sommes. Tout ce qu'on a désormais, ce sont ce bétail et ces tentes noires. Ça, c'est notre seul espoir. On n'a aucun revenu à part cet élevage. On n'a pas de terrain pour cultiver. Nous sommes obligés de rester ici toute l'année, pour la végétation, pour nos animaux. Il n'y a pas que l'eau. La végétation vient aussi à manquer. Ces nomades doivent désormais marcher des dizaines de kilomètres pour trouver un maigre pâturage pour leur bétail. La pénurie d'eau n'a pas bouleversé seulement notre vie, mais celle de toute la province. Zabol était connu comme étant le grenier à céréales de toute la région. On exportait même ces céréales vers d'autres pays. Et là, c'est désormais à nous d'importer d'autres provinces. L'Iran, riche en pétrole, mais pauvre en eau. Un ancien ministre de l'Agriculture est même alarmiste. Le pays pourrait devenir un vaste désert dans les prochaines années. Plusieurs grandes villes sont même menacées de coupures d'eau, comme la très touristique Ispahan. Voilà Zayanderun, littéralement la rivière qui donne la vie, un souvenir de sa splendeur passée. Aujourd'hui, elle est détournée une grande partie de l'année pour irriguer des terres agricoles plus au sud. Alors les habitants cherchent à sauver les poissons pris au piège dans les eaux stagnantes. Voilà les poissons, là. Dans le peu d'eau qu'il reste, il y avait de gros poissons. Et quand on est revenu ce matin, les gros poissons étaient morts. On est triste, comme lorsqu'on perd quelqu'un de très cher. Dieu est témoin, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai eu très mal à la tête. Comme à Ispahan, la quasi-totalité des lacs du sud du pays sont à sec. Une pénurie d'eau qui pourrait pousser plusieurs milliers de personnes
sur les routes de l'Exode. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt.